Ok, dans cette vidéo, on va parler d'une pépite, d'une mine d'or, de l'énergie, une source d'information mondiale sur comment évolue la transition énergétique, comment est façonné le système énergétique, pas qu'en France, pas qu'en Europe, mais dans le monde entier. Cette vidéo, elle est très importante pour moi, et je vais même en faire une série de 5 vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez voir, c'est un outil qui est génial, c'est une dinguerie que personne connaît, c'est très caché. C'est niche un peu, mais ça vous dit comment fonctionne le monde. Et à la fin, je vous ferai une synthèse sur est-ce que le monde, pas qu'en France et en Europe, mais est-ce que le monde est en train de faire une transition énergétique ou au final ce qu'on entend dans les médias français c'est du bullshit, c'est pas du tout réaliste. Donc alors on est sur l'outil qui est en face de moi, le Global Energy Monitor. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est fait par une organisation indépendante américaine, donc c'est pas rattaché à un gouvernement, pas une entreprise, c'est des chercheurs américains qui recensent toutes les données publiques sur la construction, sur l'exploitation de production d'énergie, que ça soit charbon, gaz, pétrole, solaire, éolien, bioénergie. Ça en fait, ça centralise toutes ces données-là et ça vous affiche comment elles sont situées, quelle puissance elles ont, quelles entreprises sont derrière. Tout ça est sourcé évidemment, vous aurez le lien dans la description, mais quand je dis sourcé, c'est derrière chaque projet est vérifiable. C'est pas, ils ont inventé ça de toutes pièces. Donc là, c'est important de comprendre ça, c'est une source d'énergie qui est utilisée par l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, et par d'autres journaux très connus, comme le Financial Times, comme le New York Times, comme des journaux surtout américains. C'est le seul outil que je connaisse qui recense autant d'infos sur comment fonctionne le système énergétique mondial. La dernière fois, je vous ai présenté Economix, qui montre le mix électrique français et comment évolue la consommation, la production en France. Donc ça peut laisser un peu présager de ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne, parce qu'on voit les échanges d'énergie entre les pays et que la France est une plaque tournante géographique en termes d'énergie. Par contre là, on est sur autre chose. On monte en gamme et cette vidéo-là, j'en ferai pas qu'une parce qu'il y a trop de choses à traiter, vous allez voir. Mais il y en aura plusieurs qui vous expliqueront tout ce qu'il y a par filière, ce qui est en train d'être fermé, hein, les projets mis en veille ou complètement abandonnés, ce qui a été annoncé, ce qui est en pré-construction, c'est-à-dire dans les phases d'études, en permis de construire, ce qui est en construction et ce qui est en exploitation. C'est tout ce qu'on peut trouver sur ce site, ce qui est déjà beaucoup. Donc on est parti. Alors dans cette vidéo, on va traiter des énergies fossiles. On va voir par exemple quel pays a envie de mettre en place des nouveaux projets de centrales à charbon. On peut se dire, comment ça, le charbon c'est pas censé être fini? Il y a encore des pays évidemment qui construisent des centrales à charbon. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est une carte génialissime, c'est cette carte-là, où on va voir les projets répartis géographiquement à l'échelle du globe. Donc là, c'est tous les projets, soit qui ont été fermés, soit en exploitation, soit en pré-construction. En fait, vous avez les statuts là, ici. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez voir où ils en sont. Et ça, sur toutes les filières au-dessus. Donc charbon, gaz, pétrole, nucléaire, géothermie, hydraulique, bioénergie, donc tout ce qui est biomasse, solaire, vent, éolien, pardon. Donc là, c'est un peu dur à lire, c'est un peu un fourre-tout. On voit que on peut regarder avec un fond de carte vraiment satellite. On peut mettre en format planisphère, donc ça permet un peu d'analyser tout ça, mais pour que ça soit un peu intéressant et qu'on n'ait pas un fourre-tout, on va traiter les données une par une, comprendre petit à petit ce qui se passe. Donc là, j'ai enlevé tous les projets. On va cocher le charbon et pétrole et gaz, ok? Donc ça va être tout ce qui est en rouge. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, on est sur le Global Integrated Power Tracker, donc c'est-à-dire les productions d'électricité. Là, c'est des centrales qui produisent de l'électricité grâce au charbon, grâce au pétrole, grâce au gaz. Donc c'est ce qu'on avait vu sur Economix, donc là, ils mettent oil and gas, donc c'est un peu dur de distinguer. Mais par exemple, si je mets que le charbon, on voit qu'en France, on n'a plus vraiment de centrales à charbon. Cordemais a été acté pour être fermé. Il y a encore Émile Huchet, Veilleur, Romer Bruckeux. Donc là, on voit un peu où en sont les projets operating. Il y a quand même 647 MW, ça, tout n'a pas été totalement fermé. Pour être très clair sur les informations, avant qu'on aille un peu plus loin dans l'analyse, il n'y a pas toutes les centrales de production. Ils ont pris des seuils, parce que c'est compliqué d'aller détecter chaque panneau photovoltaïque par exemple au moindre kilowatt près. Ce qui est bien, c'est que c'est du open source, donc on a accès à toutes leurs données. Donc là en fait on voit le power tracker, quelle puissance il prend. Donc en fait les seuils sont assez bas, mais quand même il y a quand même des projets qui passent à la trappe. Mais on comprend que là avec ces puissances là, d'ailleurs c'est fait de manière cohérente, hein. Les projets solaires ça va être des projets très
dispatcher avec des petites puissances un peu partout. Ils ont pris un seuil qui est assez bas pour ne pas louper la majeure partie des projets solaires. 1 MW, c'est assez cohérent, et ça regroupe la majorité de la production solaire, même si effectivement il y a plein de particuliers qui mettent des panneaux sur leur toit, un parc de 10 MW, voilà, ça fera pas le poids. Faut avoir conscience que 10 MW c'est 10 000 kW. Un particulier qui met un panneau, ça va être, allez, 3, 4, 5, 10 kW grand max. Mais on va plutôt être, un panneau c'est 1 mètre carré, 1 kW en général. Donc si vous mettez des grosses surfaces en toiture, déjà faut avoir un grand toit, mais on va jamais dépasser le 20-30 kW. On se rend compte que n'importe quel site de production qui arrive avec 10 MW, bah en fait c'est l'équivalent de milliers de particuliers en fait. Donc c'est important de les agréger et pas aller chercher, enfin c'est pas là où on va trouver un intérêt. Pour les centrales au charbon, bah il y en a peu qui existent en dessous de 30 MW, c'est logique de pas les prendre. Pour les centrales au gaz, au pétrole, supérieur à 50 ou 20 MW, c'est des seuils quand même assez cohérents, ils ont pas fait ça de manière débile en oubliant la majeure partie des projets. Mais faut l'avoir en tête. Alors, on va revenir sur le tracker, sur la production d'électricité via charbon, gaz ou pétrole. Donc on va faire un focus par zone géographique. On va regarder d'abord pour l'Europe, hein, c'est chez nous. Au Royaume-Uni, on voit qu'il y a encore beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de centrales, ça sera intéressant de regarder ça dans le mix, parce que derrière il y a une analyse avec des graphiques. Là on n'a pas que de la visualisation cartographique, hein. On peut voir des petits graphiques intéressants, comme on aurait sur Economics par exemple. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur Economics, parce que je vais pas mal la citer, donc je la mets en fiche durant la vidéo. Vous pourrez regarder après celle-ci par exemple, et revenir ensuite sur la série de vidéos. Au Royaume-Uni, on a encore pas mal de charbon, gaz ou pétrole. On a l'owner, donc l'entreprise qui est responsable du site. Donc là c'est la Seabank Power Ltd. On est sur du gaz naturel. On est sur une capacité de 1258 MW, donc 1,258 gigawatts. On est sur une capacité de centrale nucléaire. Et il y a 2 unités qui produisent cette énergie-là. Donc voilà. En France, on voit qu'on n'est pas trop concerné par les énergies fossiles sur la production d'électricité. Pour rappel, dans le mix, pas électrique, mais énergétique de la France, l'électricité, c'est que 1/4 du mix énergétique. Donc on utilise beaucoup d'énergie fossile, mais on n'en produit pas et on les utilise pas sur notre sol pour faire de l'électricité. Ça, c'est à bien avoir en tête. 95% de notre électricité en France est bas carbone. Les 5% restants, c'est justement ce qu'on voit là, les petits points rouges. Ce qui est important à comprendre, c'est que on utilise des énergies fossiles, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, on va regarder plus tard où sont les mines, mais la consommation, là, on aura peut-être un peu plus de mal à l'avoir. Mais il faut avoir en tête que 75% de l'énergie qu'on utilise en France, c'est de l'énergie fossile. Donc, voilà, ne pas se croire vainqueur et se dire « Ah, c'est magnifique ». Mais on voit qu'il y a des pays qui effectivement sont pires, parce que eux ils produisent de l'électricité avec des énergies fossiles, et comme nous ils consomment de l'énergie fossile en conversion primaire jusqu'à finale, sans intermédiaire électrique. Là, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que les puissances présentées, c'est des mégawatts, et donc c'est une énergie électrique injectée sur le réseau qui prend en compte le rendement et donc la conversion énergie primaire à énergie secondaire. Donc typiquement sur une centrale au charbon ou au fossile, si le rendement il est de 30%, on va avoir besoin de 1 gigawatt de charbon pour avoir 300 mégawatts d'énergie électrique. Et là, on affiche l'énergie électrique. Derrière, en plus de ce rendement-là, il y a un facteur de charge. Sur du fossile, le facteur de charge, il va être très élevé. On va être sur du 90% en général. En fait, ce qui va faire perdre du facteur de charge, c'est pas l'intermittence, parce que voilà, c'est nous-mêmes qui pilotons les énergies fossiles, c'est la maintenance. Donc typiquement, on doit rénover l'alternateur, ça prend 6 mois, bah, on fait chuter de 420 MW par exemple une centrale fossile à 210 MW sur l'année. On va produire que 50% de ce qu'on est capable de produire au max. Faut avoir tout ça en tête, hein, ces idées de facteur de charge, de rendement, d'énergie primaire, d'énergie finale, c'est pour analyser les données finement. En Europe, on en a quand même beaucoup, les puissances restent assez importante, hein. La Pologne a beaucoup de gaz, de charbon, et ça se voit dans leur mix électrique si on regarde. On va faire un petit détour sur Electricity Maps. C'est vrai que j'en fasse une vidéo dédiée à Electricity Maps, mais
C'est un site qui est vraiment important. Là, on va regarder, au moment où je fais la vidéo, on est le 19 juin 2025. On regarde l'intensité carbone de la Pologne. Ils produisent leur électricité via du solaire et du charbon, à peu près kiff-kiff en ce moment. Là, je fais ma vidéo, il fait beau en Europe, il est 16h, donc il y a du solaire, mais sinon, la genre partie de leur mix électrique va être à base de charbon. On le retrouve ici avec leur grosse centrale. Ils ont quand même des gros points rouges à base de 4 gigawatts de production à la lignite. Donc là, vous voyez les sables bitumineux, donc la lignite, le fuel types. C'est quel type d'énergie on convertit d'énergie primaire en énergie finale, en énergie électrique. Petit détail aussi, on a une énergie primaire, le charbon, qu'on convertit en une énergie électrique. Déjà là, il y a un rendement qu'on perd, c'est ce qui est affiché là. On a en énergie secondaire, on va dire. Et après, il y a l'utilisation que nous, on en aura. Donc typiquement, si grâce à cette énergie électrique, après toutes les pertes joules sur le réseau, etc., on arrive à un petit peu moins sur notre écran télé, c'est normal, on aura un petit peu perdu. C'est vraiment une chaîne d'énergie avec à chaque fois des étapes où on perd de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est voir où est-ce qu'on en perd le plus et avoir les ordres de grandeur en tête. Et pas se dire c'est bizarre de perdre de l'énergie, on perd toujours de l'énergie fatalement. Si on en perd beaucoup de l'énergie fatale, ça peut être intéressant de la récupérer, si c'est rentable ou pas. Mais voilà, bon, là on rentre dans des considérations qui sortent un peu du sujet. Mais du coup, la Pologne a des grosses centrales gaz. Là, on a du gaz. Là, on a des sables bitumineux. Donc, la lignite, c'est le pire charbon. C'est celui qui pollue plus l'environnement. Donc là, pareil, gaz, pétrole. Voilà un petit peu la tête de l'Europe avec toutes ces centrales fossiles qui produisent de l'électricité. Aussi, autre point, cette vidéo fait juste des disclaimers. J'ai l'impression de faire que ça. C'est de la puissance installée. Ça veut pas dire que ça va être appelé, ça va dépendre du marché. J'en parlerai peut-être avec Cyril, la dernière fois il était venu pour parler du blackout et du changement de PDG. Le marché, c'est ce qui va dire, est-ce qu'on appelle ces moyens-là qui sont existants? Là on voit ce qui existe. Ce qu'on va regarder après, c'est ce qui est en construction, mais ça veut pas dire que ce qu'on va construire derrière va être utilisé plein pot. Ça dépendra de quel prix sera le plus intéressant sur le marché européen. Donc il y a plusieurs plaques à l'échelle de l'Europe où on vend de l'énergie. On peut avoir beaucoup d'énergie fossile et ne pas les utiliser. Donc c'est pour ça aussi, il faut prendre ça en compte. Par exemple, l'Espagne a quand même pas mal de centrales. Là, on est sur... on va regarder un petit peu ce point-là. Là, on est sur du gaz. Là, on est sur 800 MW de gaz encore. Si j'enlève le charbon, est-ce que l'Espagne... Ouais, le charbon, il y en a très peu en Espagne. C'est plutôt du gaz qu'on a. En charbon, voilà. Si on regarde l'échelle de l'Europe, en fait, c'est l'Europe centrale... Il y a beaucoup de charbon, le reste, très peu. On voit qu'on a quand même essayé d'éviter de faire une transition énergétique un minimum en Europe, c'était pas du tout le cas avant. Je vais regarder ce qui a été... Là, je vais vous afficher tout ce qu'on a enlevé du sol européen. Donc là, c'est pas ce qui est en fonctionnement, c'est ce qui a été retiré en termes de charbon. Donc tout ça, ça n'existe plus, ce n'est plus opérationnel. Faut l'avoir en tête. Tout ça, c'est de la pollution en moins. C'est l'énergie qui produit le plus de CO2 et puis aussi qui pollue l'atmosphère, qui a un impact important sur la biodiversité, qui tue, qui crée des cancers. Donc c'est très bien d'avoir arrêté tout ça. Et si on remet en operating, on voit encore qu'on en a un petit peu en fonctionnement. Pareil, en Turquie, ancienne Yougoslavie, en Europe centrale, Pologne, Allemagne. Et le problème, c'est que les Allemands, pourtant en pro-vert, très écolo, là on voit clairement qu'il y a un souci. Ils opèrent encore, ils exploitent des centrales au charbon dans des quantités assez importantes. Là on a 400 MW en Bavière. Si on regarde un peu dans la Ruhr, autour de leurs grosses industries, on va dire, ils ont de la lignite aux portes de la France, hein. Ils exploitent de la lignite et du charbon, 2 Go de lignite. Ça fait mal. L'Allemagne ne peut pas se passer en fait de ces centrales à charbon pour une simple et bonne raison qu'ils ont beaucoup de renouvelables, on regardera ça dans une prochaine vidéo. C'est intermittent, le souci c'est que quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, bah effectivement il faut redémarrer ces centrales là au charbon, donc ils les gardent. Là où tous les autres pays qui avaient d'autres moyens de production ont pu s'en passer. On va regarder un petit peu le gaz. Faut se dire aussi que le gaz est un petit peu moins polluant que le charbon. On est de l'ordre de 750 à 900 grammes de CO2 équivalent, par kilowattheure. Sur le charbon, on est à 1100, 1200, voire plus, pour les pires charbons, genre comme la lignite. C'est déjà un petit peu mieux le gaz, mais il y a un souci après de souveraineté, de transport. Enfin, le charbon aussi, c'est pareil, ça se transporte très mal, c'est très lourd et en général, on le consomme
à l'endroit où on est allé faire la mine, parce que si on le transporte, on perd tout l'intérêt du combustible, puisqu'il est très lourd et très peu intense en énergie. Sur le gaz, c'est un peu différent, on peut faire des gros pipelines. Ce site montre aussi les pipelines. Alors ça serait aussi intéressant de regarder les infrastructures qui permettent d'exploiter les énergies fossiles. Là, pour l'instant, on a déjà beaucoup de choses à voir sur juste les énergies fossiles. Donc là, voici voilà ce qui est en fonctionnement sur le charbon en Europe. On va regarder le charbon un petit peu partout dans le monde. On voit que la Chine a une grosse concentration de... C'est intéressant ça, très intéressant de voir à quel point ils utilisent encore énormément de charbon. Est-ce que la Chine a fermé des centrales au charbon? Ça, c'est un sujet. Ouais, c'est des vieilles centrales qu'ils ont fermées des années 70. Il n'y a pas forcément de raison... 78. Il n'y a pas forcément de raison de transition énergétique. Hein. L'idée de la Chine, ça le devient de moins en moins, mais c'était d'avoir un maximum d'énergie possible pour accompagner leur système de production industrielle qui est gigantesque, qui est l'usine du monde. Donc évidemment, ils avaient besoin d'énergie, donc ils ont développé tout ce qu'ils avaient, nucléaire, fossile, énergie renouvelable, hydraulique. Sur la construction maintenant de centrales au charbon, alors ça c'est intéressant, ça c'est hyper intéressant. Où est-ce qu'on construit des centrales au charbon dans le monde? On voit qu'en Europe on n'en construit pas, à part une seule, en Pologne, 100 MW, bon c'est rien du tout, c'est une petite centrale qui va commencer à produire en 2025 normalement, donc cette année. Donc une entreprise polonaise qui fait encore un petit peu de charbon, mais bon, 100 MW c'est rien du tout. On voit que on construit très peu de centrales au charbon dans le monde, à part un peu dans le sud de l'Afrique et puis en Chine. Hein. Comme je vous ai dit, c'est très décomplexé la manière de produire de l'énergie pour la Chine. Ils prennent tout ce qu'ils ont. Construire des centrales au charbon, ça les dérange pas. Est-ce qu'on construit des centrales au charbon aux États-Unis? Non. Et on en construit une dans le sud du Chili, ou dans le sud de l'Argentine, pardon. Donc on voit quand même que les seuls à encore construire des centrales au charbon dans le monde, c'est l'Inde et la Chine. Même des pays qui seraient un peu décomplexés sur leurs ressources, comme les États-Unis, le font plus. L'Australie a énormément de charbon, mais ne construit plus de centrales au charbon. Tant mieux. Un petit peu en Indonésie quand même, hein. Sur les îles, ouais, ça construit, mais la Chine et l'Inde, c'est impressionnant. On va regarder les constructions maintenant de centrales au gaz et au pétrole. Là, c'est un peu plus réparti, on voit qu'en Europe, on en a. La France, l'Espagne, le Portugal fait un peu modèle sur ces sujets-là. L'Italie aussi, avec une seule centrale qui est toute petite, 100 MW. La Belgique construit des centrales au gaz, là, pas bien les Belges, qu'est-ce que vous faites? En fait, on se rend compte qu'il y a un Green Deal européen qui a été signé, mais on construit quand même des centrales au gaz. Et ça fait dire que, bon, est-ce qu'on est cohérent? On est cohérent parce qu'il y en a besoin, en fait. Si ils construisent ces centrales au gaz, sachant qu'il y a des problèmes avec la Russie en ce moment, bon, ces constructions-là, elles ont dû être évidemment lancées avant la guerre en Ukraine, mais... on les a pas arrêtés pour autant, sinon on aurait l'info. Pour info, ça a été mis à jour en avril 2025, hein, c'est toutes ces datas là. S'ils avaient été écartés, on l'aurait vu. Là, c'est vraiment ce qui est en construction. Je peux même mettre en pré-construction, donc en phase d'étude, ou announced, donc il y a rien qui a été fait pour le moment, mais ça va être construit. Donc là, on construit voilà, des centrales au gaz dans toute l'Europe, hein, à part en France et en Espagne et au Portugal. En France, on en construit une ou pas? Est-ce que c'en est une, celle-là? Émile Huchet Power Station. Ouais. On construit une centrale au gaz, on va la construire, donc c'est dans les starting blocks. 647 MW, ok, on a une seule. Le gaz, voilà, sur l'Europe, il y a moins de soucis, là j'ai l'impression que... Enfin voilà, on se rend compte qu'en Europe, le gaz continue d'être utilisé, malgré ce qui s'est passé avec l'Ukraine. C'est là où on voit un petit peu une hypocrisie des pays européens qui disent nous on veut sortir des énergies fossiles, nanana, on arrête tout ça, mais ça construit encore des centrales au gaz, et ça se voit quoi, là il n'y a pas de doute, tous les pays d'Europe ou presque, par quelques exceptions, construisent des centrales au gaz. Le Royaume-Uni ça bombarde, hein. L'Irlande pareil, eux, les pays nordiques, eux ils ont tout ce qu'il faut en hydrocarbures, en barrages, géothermie, eux c'est les mieux gâtés de l'Europe et du monde en termes énergétiques, parce que ils ont du pétrole et du gaz pour le revendre, donc ça leur fait rentrer de l'argent, mais ils l'utilisent pas, non, ils le revendent aux pays qui en ont besoin, parce qu'ils en ont pas besoin. Eux ils ont des barrages hydroélectriques, le truc le plus vert possible. Les barrages c'est 4 à 5 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, c'est plus faible que le nucléaire c'est 6 à 10 grammes de CO2 équivalent, c'est très faible, moins de 10, enfin je veux dire c'est incroyable. Là, on compare sur du gaz, là, ce qu'on voit face à nous, c'est 750-900 grammes de CO2 équivalent pour 1 kWh produit. Donc, voilà, la production de gaz pour faire de l'électricité,
enfin la production d'électricité grâce au gaz, elle est décomplexée dans le monde entier, il n'y a pas de problème. La Russie le fait, bon la Chine, moins que le charbon. Il y avait beaucoup plus de centrales au charbon que de centrales au gaz en Chine en construction, donc intéressant. Et les États-Unis, pareil, centrales au gaz, ça y va, il n'y a pas de souci. Canada un petit peu, Canada pas tant que ça. Ils ont aussi beaucoup d'hydroélectricité, les Canadiens. En Afrique, le gaz, ils en ont un petit peu. Le Nigeria, un pays d'hydrocarbures, voilà, l'utilise, clairement. Là, c'est marrant, cette ligne-là. Vous voyez ici, là, cette ligne-là, c'est le long d'une route ou le long d'un gazoduc. Donc là, on a quand même des grosses centrales au gaz, par exemple, au Nigeria. Donc là, il y a quand même une certaine hypocrisie de beaucoup de pays dans le monde qui, malgré tout, ont besoin du gaz puisqu'ils construisent des centrales. Ils ne font pas que les exploiter, ils les construisent. L'Australie, là, on voit que c'est quand même bien réparti. Nous, la France, on a une seule, bon, c'est pas beaucoup par rapport à notre besoin en énergie qui est quand même assez important. Je rappelle qu'on consomme en électricité un peu moins de 500 TWh d'électricité, ce qui est quand même beaucoup. L'Europe, c'est 3000 TWh pour info. Donc voilà, on est quand même un gros consommateur d'électricité et on voit qu'on se passe du gaz parce qu'on a du nucléaire, des énergies renouvelables. On peut se dire que ces pays qui mettent qu'une seule centrale à gaz en construction, c'est essentiellement pour faire de l'équilibre sur le réseau, pour faire par exemple de la réserve, primaire, secondaire. On en parle dans la vidéo avec Cyril sur le blackout, je vous invite à la regarder, je vous la mets en fiche, pour savoir ce que c'est les systèmes de réserve. On peut pas dire qu'ils misent sur le gaz pour leur système énergétique, ces pays qui mettent qu'une seule centrale. Par contre, le Royaume-Uni, voilà, il y a un vrai sens où ils se disent, là on veut pas faire que de la réserve. Tout ce qui est ici, là, c'est pas pour de la réserve, c'est vraiment pour de la production, il est utilisé régulièrement, et comme le gaz coûte cher, c'est pour ça que nous, en France, on exporte beaucoup d'énergie et d'électricité au Royaume-Uni. Et en fait, c'est une stratégie perdante pour le Royaume-Uni en soi. Ils vont perdre sur deux tableaux. Le tableau économique, parce qu'on a une énergie plus compétitive que la leur. Faudra voir avec le nucléaire, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Si le nouveau nucléaire sera plus intéressant financièrement que la production de gaz sur le marché, tout simplement. C'est le marché qui donne le pas, qui dicte quelle énergie on va consommer, quel site va être appelé pour envoyer sur le réseau. Et en fait, le Royaume-Uni perd, comme l'Allemagne, sur le point de vue écologique. Il n'y a pas que le côté carbone, il y a aussi l'environnement au sens large qui est perturbé à cause des centrales à gaz. D'un côté l'environnement, de l'autre le côté financier. Et se lancer dans des projets gaz en 2025 et ne pas les arrêter surtout. Ils ont peut-être été lancés il y a 10 ans, pourquoi pas. 5 ans, en général, on est quand même assez rapide pour construire une centrale au gaz, c'est plus rapide qu'une centrale nucléaire. C'est dire que on a perdu en fait. Ils ont aussi des centrales nucléaires en cours, le Royaume-Uni, on regardera ça ensemble dans la vidéo sur le nucléaire sur Global Energy Monitor. C'est intéressant de voir ça, qu'on construit du gaz partout dans le monde. Le charbon moins, il n'y a que la Chine et l'Inde qui se le permettent. On utilise des énergies fossiles pour faire de l'électricité partout dans le monde. Partout dans le monde. Et comme je vous l'ai dit au début, on voit qu'ils en utilisent le plus parce qu'ils ont des industries et des économies qui tournent énormément. C'est eux les coupables, et c'est nous d'ailleurs en partie, les coupables de cette pollution et de ce climat qui se réchauffe. C'est nous qui créons du progrès technologique, mais voilà, on l'a fait sur des bases d'énergie fossile. On voit qu'on utilise de moins en moins, on utilise moins le charbon, on fait moins d'électricité via du charbon. Par contre, le gaz, on l'utilise encore. On n'a pas encore trouvé un remplaçant au gaz en termes de rentabilité, et aussi pour les pays qui utilisent juste une centrale, qui construisent une seule centrale à gaz comme l'Espagne ou la France. Pour l'équilibre du réseau, les batteries par exemple suffisent pas actuellement. J'espère dans le futur qu'on arrivera à mettre assez de batteries pour faire de la réserve ou pour faire des mécanismes de capacité, c'est-à-dire des centrales qui sont appelées uniquement quand il y a besoin, pas sur ordre du gestionnaire de réseau de transport. Et pour finir, ce qui est sympa à voir, c'est ce qui a été retired, donc ce qui a été retiré des plans, donc ce qu'on ferme en fait. On voit que tout ce qui se ferme aux États-Unis, c'est des centrales au charbon. Et on ferme peu de gaz aux États-Unis. On le voit. Faut pas oublier que la surface rouge, c'est la puissance installée sur site. France, on en a un petit peu fermé. Une centrale au gaz qui avait été lancée en 2000 de 43 MW qu'on a fermé. C'est intéressant de voir que le gaz, on le garde. Le Japon ferme. Intéressant de voir pourquoi le Japon ferme leur centrale à gaz. Et par contre, le charbon... c'est là où on voit un début de transition énergétique.
on a arrêté le charbon, sauf la Chine et l'Inde. C'est un peu l'analyse qu'on peut faire. Je vais regarder le dashboard, on va conclure là-dessus. On va regarder ce qui est opérationnel en ce moment dans le monde. Là, on voit que, en fait, on a deux graphiques. Il y a ce qui est operating, donc ce qui est exploité à l'heure actuelle, en puissance installée. How much power capacity is under construction, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de construire. À gauche, on va se focaliser là-dessus. On voit qu'en fait, les deux moyens de production d'électricité les plus répandus dans le monde et qui, en puissance qui sont les plus importants, c'est le charbon et le gaz. Vraiment, c'est énorme, quoi. On est sur du 2 terawatts pour chaque, donc un peu plus de 4 terawatts. Nous, avec notre nucléaire, on a un parc d'environ 60 gigawatts. On représente une part énorme, en fait, dans le total nucléaire mondial, parce qu'il n'y a que 400 gigawatts de production installée, puissance installée, on va dire. Et l'hydraulique, c'est le troisième. C'est là où on voit le début de transition énergétique. Je vais pas spoiler les prochaines vidéos, parce qu'on fera une analyse un peu plus poussée de tout ça, là. C'est que, malgré tout, le troisième type de production en construction, en puissance installée, ça reste le charbon. Et après, le gaz. Donc, il y a un peu cette ambivalence-là, ce paradoxe, se dire, attendez, on fait une transition énergétique, mais on construit des moyens de production fossiles, charbon et oil and gas. Donc, comme on a vu, c'est beaucoup la Chine et l'Inde qui font du charbon, mais quand même. Donc, il faudrait arrêter d'autoriser la Chine, enfin, la Chine est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Si on veut vraiment faire une transition énergétique, arrêtons d'en construire en supplément. Déjà, arrêtons le plus. Après, on peut penser à le remplacement et tout ça, pour ce qui est actuellement existant, mais là, en fait, on se rend compte qu'on développe encore du fossile. Et du coup, c'est là où on revient à un propos qui revient souvent sur l'énergie, c'est que les énergies s'additionnent et se remplacent pas. On continue, en fait, de construire et de construire, et là, on voit qu'il y a des quantités d'énergie qui sont en cours d'installation qui sont énormes. Ce qui est bien, c'est que le premier, ça reste le solaire, le photovoltaïque et l'hydraulique. Après, il y a l'éolien dans le top 5, mais au milieu de ça, t'as la Chine et l'Inde, en fait, qui viennent plomber, avec aussi les États-Unis, qui viennent plomber, en fait, ce total-là. Dans la dernière vidéo qu'on fera sur la synthèse, en fait, de la transition énergétique mondiale, on regardera le détail de oil and gas, dans quelle région c'est. Est-ce que c'est l'OCDE, est-ce que c'est les BRICS? Ça, c'est intéressant. Et on voit qu'on développe aussi du nucléaire. La biomasse et la géothermie, c'est vraiment laissé de côté. On verra si on en fera une vidéo, parce que quand même, il y a un sujet important là-dessus. 8 gigawatts à l'échelle du monde, c'est rien du tout. Mais le nucléaire, voilà, il y a quand même 75 gigawatts en construction à l'heure actuelle dans le monde. Donc voilà, c'est la vidéo que je voulais faire sur les énergies fossiles, sur Global Energy Monitor. J'espère que ça vous a plu. Ce qui est important vraiment sur cette chaîne, et je l'ai remarqué il y a pas longtemps, je regardais les statistiques, je vois que les gens regardent les vidéos, c'est trop bien, ils mettent des pouces, trop bien, genre le taux de like sur la chaîne, il doit être à 96-97%, ce qui est énorme. Donc les vidéos vous plaisent, c'est très bien, mais les gens ne s'abonnent pas. J'ai vu qu'il y avait 80%, 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est dommage parce que, en fait, le nombre d'abonnés derrière, ça permet d'avoir moins une crédibilité auprès de différents acteurs. En ce moment, par exemple, je travaille avec les ingénieurs et scientifiques de France, qui est une association assez connue qui fait typiquement des rapports sur les métiers de l'ingénieur en France. Si j'ai un grand nombre d'abonnés, par exemple là j'en ai 40 000, mais si je suis à 100 000, 200 000, ça me donne une légitimité de travailler vraiment avec eux et vraiment de m'investir. Je le fais à l'heure actuelle, mais comme je suis petit, même avec des marques, sur les sujets qui m'intéressent, c'est plus compliqué. Donc vraiment, si vous voulez soutenir cette chaîne et que vous appréciez le contenu, abonnez-vous, c'est hyper important. Même si vous n'avez pas de compte Google, ça peut arriver, créez-le. Mettez un truc anonyme, on s'en fout, juste créez ce compte et abonnez-vous à la chaîne, ça serait vraiment top. Pouce, commentaire, si vous avez des choses à dire, évidemment, je serais ravi de discuter avec vous sur ce sujet-là. Je vous dis à la prochaine, c'était Ampère, on passe à la prochaine vidéo. Regardez-la, elle arrive très bientôt, si elle n'est pas encore sortie déjà au moment où vous regardez la vidéo. Ça sera sur les énergies renouvelables.